Oui, on va continuer le débrief de cette séance de questions d'actualité avec Catherine Morin-Desailly. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, sénatrice centriste de la Seine-Maritime. On vous a entendu interpeller le gouvernement sur la question de la position de la France face aux géants du numérique et sur la question de la régulation des réseaux sociaux. On va réécouter la réponse de Cédrico et je vous ferai réagir juste après. L'émergence de ces acteurs appelle une obligation de résultat aux démocraties pour une raison simple. C'est que si les seuls États qui savent efficacement réguler les grands acteurs de l'Internet, réseaux sociaux et plateformes, sont les acteurs autoritaires ou les pouvoirs autoritaires, alors nos citoyens se tourneront vers des solutions autoritaires. Encore faut-il, Madame la sénatrice, Madame la Présidente, que nos solutions soient utiles. C'est ce que nous avons fait en allant auditer au cœur du réseau social Facebook ce qu'il faisait, mais nous n'avons jamais abandonné nos prérogatives d'État. Il y a ce que devra faire le réseau social, ce qui est dans la proposition de loi de la députée Laetitia Avia, qui est de mettre à niveau son système de régulation interne, mais l'État n'abandonne aucune de ses prérogatives. Nous devons en appeler à la responsabilité individuelle. Il n'est pas possible aujourd'hui que l'on puisse impunément insulter, injurier sur Internet sans que la justice aille vous chercher derrière. C'est la première chose. Cela nécessite de poser des règles claires et l'État le fera. C'est ce que nous avons fait en défendant les idéaux français et européens. C'est ce que nous faisons d'ailleurs au niveau européen, puisque nous l'avons fait sur la directive droit d'auteur que vous défendez. Catherine Morin-Desailly, vous n'avez pas été satisfaite par la réponse du secrétaire d'État en charge du numérique? Voilà, c'est complètement délayé, il n'y a aucune réponse à apporter. Il dit simplement nous allons continuer à affirmer nos prérogatives d'État. Mais en même temps, que dit le président de la République? Il dit qu'on va co-réguler et que les plateformes sont tout à fait d'accord pour enlever les contenus haineux. Bref. C'est tout à fait irréaliste, c'est tout à fait illusoire. J'ai voulu insister en interpellant donc Cédrico sur le fait que de par le monde, les positions sont complètement à contre-courant de la position française. C'est-à-dire qu'ici et là, les meilleurs experts du numérique, les ingénieurs de la Silicon Valley, affirment que finalement Facebook a failli, que le modèle de plateforme tel qu'il s'est développé n'est pas durable et qu'il faut démanteler. Voilà, on est dans un oligopole qui est tout puissant. Le système, le modèle économique qui vise à capter toujours plus de données, faire toujours plus de gains et utiliser ces données comme bon leur semble, est vraiment un modèle néfaste et qu'il faut sans doute re-questionner tout cela. Là, on est dans une forme de complaisance naïve qui va à l'encontre d'ailleurs de ce que font nos voisins allemands qui depuis toujours ont été beaucoup plus lucides, beaucoup plus exigeants sur ces questions. Quand éclate l'affaire Snowden, les Allemands réagissent. Angela Merkel réagit. Hollande se contente de recevoir Mark Zuckerberg, même chose, on lui déroule pareil, le tapis rouge. Quand d'autres affaires éclatent, comme cette fameuse affaire Cambridge Analytica, où il y a des dérives avérées, donc de dérives politiques, des dérives éthiques, des dérives démocratiques, qu'on manipule les opinions au moment d'un scrutin important, eh bien, les Allemands réagissent. Ils disent qu'il faut arrêter avec ces agrégateurs de données, c'est plus possible. Nous, on est mou, on est complaisant. On dit tout va bien, circulent les bonnes gens, on va peut-être pouvoir co-réguler avec ces plateformes. Ce n'est pas possible, je vous le dis, pour avoir travaillé beaucoup sur ces sujets, il faut être ferme et désormais, il faut avoir des règles très strictes qui, notamment, permettent la maîtrise totale des données des internautes. Au moment où le Sénat va débuter l'examen justement de la création de la taxe GAFA, ça pourrait revenir dans la discussion justement, cette question de l'utilisation des données sur les plateformes? Tout à fait, parce que c'est un ensemble, la souveraineté numérique, c'est-à-dire la maîtrise de notre propre destin sur notre propre territoire. Sur lequel vous travaillez ici. Voilà, c'est pas d'ailleurs le protectionnisme, c'est simplement être maître de notre destin. Eh bien, elle comporte plusieurs volets. Il y a la question fiscale, puisque l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale des GAFAM sapent les moyens de l'action publique et ils captent toute la valeur ajoutée de ce que nous produisons. Donc il y a un vrai sujet économique et d'avenir de notre civilisation. Il y a des questions de données, de protection des données. Il faut renforcer le règlement général de la protection des données. On a avancé en Europe, on l'a voté. Il y a des questions de politique industrielle. Il faut construire un écosystème et ancrer un écosystème en Europe du numérique. Peut-être pas un système souverain, mais au moins avoir des géants du numérique. Ça suppose revoir nos règles de concurrence au niveau européen et faire tout un travail aussi pour se doter d'une politique ambitieuse dans ce domaine. Et enfin, dernier volet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la montée en compétences numériques de tous, notamment des élites, des politiques, des administrations et de tout à chacun, pour qu'on puisse savoir dans quel écosystème on se trouve et maîtriser les choses. Là, on est complètement livré dans cette espèce d'écosystème dont on ne maîtrise rien du tout. Il faut savoir de quoi il s'agit.
On va continuer cet entretien, Catherine Morin-Desailly, mais vous le savez, c'est le principe de cette émission. On va continuer les réactions avec Tam Trani, salle des conférences, aux côtés du sénateur LR Jacques Grosperrin. Il a interpellé la ministre Frédérique Vidal sur les couacs de Parcoursup. Effectivement, vous avez tout à l'heure questionné la ministre sur le dysfonctionnement qui ont eu lieu sur Parcoursup. Déjà, est-ce que vous avez jugé sa réponse satisfaisante ? Pas satisfaisante véritablement, parce que je crois qu'elle est en situation difficile vis-à-vis de ça. On ne peut pas accepter, alors que j'ai entendu 50 000, 67 000, je crois qu'elle-même ne sait pas le nombre de lycéens qui ont été affectés par cela. Mais en tout cas, on peut s'interroger sur le fait que sur 400 formations, qu'il y ait eu autant d'erreurs, alors que l'année dernière, elle avait mis le paquet, il n'y a eu pas d'erreurs. Je pense qu'il y a eu vraiment des difficultés par rapport à ça. Et comment expliquer pour vous ces erreurs? Est-ce qu'il y a eu une pression du ministère sur les universités pour accélérer la procédure, aller plus vite que l'an dernier, alors que Parcoursup a été très critiqué, on se le rappelle? Bien sûr, je crois qu'ils ont voulu donner de la fluidité. En voulant donner de la fluidité, ils ont fait ce qu'on appelle du surbooking, c'est-à-dire qu'ils ont proposé plus de places qu'il n'y avait. Alors c'est quelque chose qui se fait habituellement, mais pas dans ces proportions-là. C'est une pratique assumée, mais qui a peut-être donné lieu à des dérives cette année pour vous. Mais complètement, je crois qu'il y a eu un surbooking trop important et il y a eu une embolise du système, quoi. Donc je crois qu'on peut simplement le regretter et il faut véritablement renouveler la confiance justement au niveau de ces enfants, au niveau de ces élèves, parce qu'ils sont en doute à un mois du baccalauréat. Il faut vraiment réfléchir et puis apporter de la transparence dans tous ces algorithmes. Moi je me rends compte que à Besançon, dans ma ville, il y a des lycéennes qui sont en terminale à ce jour, qui sont très brillantes, qui ne sont pas prises par Parcoursup en médecine, alors que dans la même classe, des élèves lycéennes moins brillantes sont déjà prises parce qu'elles sont boursières. Donc il y a vraiment une transparence. Il faut expliquer les choses parce qu'entre eux, ils se parlent et ils ne comprennent pas. Où est la faute pour vous? Est-ce qu'il y a une responsabilité partagée entre le ministère, les universités, le rectorat? Pour vous, où se situe le problème le plus? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu une malfaçon en quelque sorte. Il y a une volonté d'apporter de la fluidité, et ce qui a fait que le ministère a voulu mettre de la pression au niveau des universités. Mais je crois qu'il y a eu un dysfonctionnement ministériel et il faudra quand même que la ministre s'en explique. Il y a eu un dysfonctionnement ministériel, dites-vous. Est-ce qu'il y a aussi eu un dysfonctionnement au niveau de la communication de la ministre? Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle avait manqué d'empathie. Elle a manqué d'empathie. En réalité, elle a parlé d'empathie. Elle a eu un petit souci d'empathie parce que les jeunes qui ont vécu cette difficile acceptation puis refus n'ont pas reçu de mot d'excuse par quiconque. Tout à l'heure, dans l'hémicycle au Sénat, vous l'avez entendu, elle a eu un petit peu d'empathie vis-à-vis des jeunes. Et c'est la première fois que je l'entends. Je pense qu'elle a eu une communication qui a été gâchée. Je pense qu'elle rétablir sa communication. Voilà, elle aurait dû rétablir les choses très rapidement dès dimanche, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur le nombre d'élèves qui avaient été affectés ou pas. Je pense qu'il faut véritablement qu'elle soit claire, qu'elle soit transparente et puis qu'elle soit vivante, qu'elle explique aux gens et à chacun ce qui s'est passé. On peut comprendre qu'il y ait eu une erreur, à elle de faire peut-être son mea culpa. Eh bien, merci beaucoup Jacques Grosperrin d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à vous Tam pour cette réaction. Catherine Morin-Desailly, on voit ces dysfonctionnements autour de la plateforme Parcoursup. Ça pose toujours la question du manque de transparence finalement, et notamment dans les algorithmes? Pas du tout. Faut songer que Parcoursup, c'est 14 500 formations. Là, il y a eu un dysfonctionnement, un bug, on va dire, sur 397 formations qui concernaient des formations sélectives, très sélectives, type BTS. Et ce qui a été constaté, en fait, c'est un surnombre de places mis à disposition, on va dire les choses ainsi. Oui, c'est un surbooking ou une surévaluation du nombre de places. Et très vite, dès le lendemain d'ailleurs, à la fois l'équipe Parcoursup qui quotidiennement vérifie la plateforme, mais également les équipes du ministère et les formations concernées se sont rendus compte. Les formations concernées se sont rendues compte qu'il y avait trop de places et que ça ne correspondait pas à la réalité. Donc il y a eu une réaction immédiate. Le vrai sujet, c'est que là-dedans, il y a des jeunes qui ont des espoirs, des rêves, qui ont eu une fausse joie, on va dire, et qu'il faut leur parler, bien entendu, il faut bien réexpliquer ce qu'est le Parcoursup et ce qui est aussi une filière sélective. Il faut quand même bien dire que dans des BTS, donc ça reste un dysfonctionnement informatique mineur, selon vous? Je ne dis pas mineur à partir du moment où ça concerne des jeunes et leur avenir. Mais ce que je voulais, c'est peut-être relativiser un petit peu les choses et rappeler ce qui était avant l'entrée à l'université et dans la filière supérieure. C'était du tirage au sort, ni plus ni moins. Voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, en gros. Là, il y a quand même eu, depuis la réforme, il faut bien le dire, un soin apporté
qu'on le veuille ou non, à l'orientation, un soin apporté peut-être au désir des jeunes avec des vœux formulés. Bon, qu'il y ait des dysfonctionnements à N+2, c'est regrettable, mais j'allais dire que c'est un système, encore une fois, qui concerne 14 500 formations, donc l'erreur est humaine, elle est regrettable. Il est important que le ministère prenne en main cette problématique et fasse toute la transparence sur ce qui s'est passé. D'ailleurs, au Sénat, nous demanderons une explication claire, transparence, rigoureuse sur ce qui s'est passé. Avec l'audition, par exemple, de Frédérique Vidal, voilà. Et d'ailleurs, nous auditions très régulièrement Frédérique Vidal sur la mise en place de Parcoursup. Donc, ce sera notre rôle de suivre cela. Son rôle à elle, c'est de rassurer les familles. Oui. Catherine Morin-Desailly, il y a eu 2 questions sur le clip de Nick Conrad cet après-midi au Sénat. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'échange entre le président Claude Malhuret et justement la réponse du ministre, et je vous ferai réagir juste après. Monsieur le ministre, il y a quelques mois, un rappeur en mal de notoriété a commis un clip intitulé « Pendez les Blancs ». Quelques phrases de ce chef-d'œuvre: « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps ». Sur plainte du ministre de l'Intérieur, ce grand artiste a été condamné à une amende avec sursis. Dans ces conditions, pourquoi se priver? Nick Conrad, c'est son nom, a donc récidivé ces jours-ci avec un nouvel opus d'aussi haut niveau. Je baise la France jusqu'à l'agonie, je brûle la France, je vais poser une bombe sous son panthéon. À la fin du clip, il étrangle en gros plan une femme blanche. Vous avez raison, et allez chercher ces contenus, monsieur le sénateur, qui sont aujourd'hui absolument inacceptables. Sur les contenus haineux, sur le terrorisme, sur la pédopornographie, nous devons aller plus loin et unir nos actions avec nos partenaires européens, car sur ce sujet, sans union, pas de protection efficace des Français et des Européens. Donner de la force à cette protection, monsieur le sénateur, c'est aussi cela l'enjeu des choix politiques du week-end prochain. On en revient toujours à cette question du retrait de la régulation des contenus haineux en ligne. On voit la France toujours finalement dans la difficulté face à ce phénomène. Oui, mais c'est un phénomène qui n'est pas franco-français, c'est un phénomène mondial. Les réseaux sociaux permettent de diffuser à très grande échelle et très vite tout propos, tout article, toute fausse nouvelle. Et c'est bien le modèle économique de ces plateformes qui le permet, parce que diffuser quelque chose qui est sensationnel, qui va porter lieu à polémique, eh bien, ça fait du clic, ça génère l'attention des internautes, et donc plus ça clique, plus ça fait d'argent, de recettes publicitaires, etc. Donc c'est un modèle qui devient rentable. D'où le vrai sujet qui est la question de la rentabilité, enfin du modèle économique, pardonnez-moi, des plateformes. Maintenant, de tels propos sont tous infiniment condamnables, bien entendu. Il faut interdire le clip de Nick Conrad, selon vous? Chacun peut s'en émouvoir, et je pense qu'il faut se poser la question, comment est-il rendu possible que de tels propos puissent être diffusés face à tout à chacun. Est-ce qu'il faut interdire son clip justement à ce rappeur, selon vous? Toute la question est celle de la liberté d'expression. En France, il y a le principe de cette liberté d'expression conférée par la loi de 1881. Mais il y a là diffamation, il y a là des propos qui sont éminemment condamnables, incitation à la haine. Et ça mérite d'être regardé de près, voire d'être jugé. Une dernière question, Catherine Morin-Desailly, puisque le Sénat vient d'adopter le projet de loi pour une école de la confiance. Après l'avoir profondément modifié, est-ce que la version issue des travaux du Sénat vous semble satisfaisante et de nature à calmer la grogne des enseignants? Elle est... Alors, grogne des enseignants, grogne des élus, puisque nous sommes au Sénat. Les collectivités territoriales sont très concernées par cette loi, notamment puisqu'elle instaure la scolarisation obligatoire des 3 ans. Ce sont les collectivités territoriales qui scolarisent les enfants, créent les conditions de leur accueil. Nous avons très largement amélioré le texte, remanié certains aspects à certains égards. D'ailleurs, le ministre s'est félicité du bon travail de la Chambre haute et a reconnu l'utilité du bicamérisme. Nous avons été attentifs aux inquiétudes des collectivités, justement, des enseignants et des parents, et nous avons fait un gros travail avec Max Brisson, le rapporteur, l'ensemble des groupes, pour faire progresser le texte. C'est le sens de la démarche qu'a toujours le Sénat. Eh bien, merci beaucoup à Catherine Morin-Desailly d'avoir été notre invitée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain.